Betty, je suis hyper contente de t'accueillir, voilà, dans mon podcast potentiel. Cette fois-ci, c'est moi qui t'invite, donc je suis hyper contente de t'avoir ici. Moi aussi, je suis super ravie. Merci beaucoup Elodie pour l'invitation et puis, je suis très, très contente de passer, ce nouveau moment ensemble. Ouais, ouais, carrément. J'ai pour habitude de présenter mes invités, donc je me lance. Donc tu es psychologue, hypnothérapeute, c'est quand même une de tes spécialités, une de tes nombreuses spécialités et j'ai cru voir que ça faisait 14 ans que tu exerçais, donc ça fait un moment. Tu t'es spécialisée alors vraiment, tu as plein enfin de cordes à ton arc, mais tu t'es plutôt spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Je Mmh. sais que tu proposes des cercles de femmes, des séjours holistiques également. Tu as aussi enseigné à l'université. Alors j'aimerais bien que Oui. tu me dises dans ce parce que j'ai pas trouvé en quoi, hein, par contre. Tu as, créé un oracle, si jamais je mettrai, la référence si jamais ça intéresse. Tu fais des Mmh. masterclass, des packs hypnose qu'on peut retrouver également sur ton compte Instagram que j'ai vu. Et tu tiens aussi un podcast. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. C'est un sujet clé. Je sais que tu fais beaucoup de contenu à ce sujet. Moi, je le trouve hyper pertinent. Puis, je sais que tu as l'habitude d'avoir des femmes atypiques dans tes accompagnements, des femmes hypersensibles, des femmes HPI. Tu es toi-même atypique, HPI, hypersensible. Et c'est quelque chose qui te porte parce que tu le partages. Dans ton parcours, tu n'as pas eu toujours confiance en toi. Tu n'en es pas là aujourd'hui, enfin, au hasard. Tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur certes pro et perso sur ce sujet. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah, non, c'est plutôt exhaustif. Je suis très fière de toi Elodie. Non, effectivement, je pense que tu n'as rien oublié et je pense que c'est, très, révélateur effectivement de mon atypie, c'est-à-dire que je ne peux pas faire qu'une seule chose. On en parlait un petit peu en off, Ouais. de voilà, de ce besoin de créer, d'être dans le flow et cetera. C'est quelque chose qui me porte énormément et oui, c'est tout à fait juste qu'aujourd'hui, ma mission auprès des femmes est vraiment, de permettre à chaque femme de vivre une vie accomplie et pleine de sens, justement en s'autorisant à être elle-même et que, bien évidemment, c'est inspiré de mon parcours personnel. Ouais, ouais et le titre de ce podcast, c'est «De la caméléone, à la femme accomplie» et c'est ça qui est Oui. intéressant, c'est-à-dire que c'est de partir alors tu vas un petit peu nous expliquer ta vision des choses, le parcours peut-être. Est-ce que tu veux parler de toi? Est-ce que tu veux parler, des femmes que tu accompagnes? Comme tu veux. Mais pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'accomplir en tant que femme caméléone et qu'est-ce qu'on peut faire pour passer de l'un à l'autre? C'est un vaste sujet, mais vraiment ce que j'ai envie de partager déjà pour ouvrir, c'est que je pense que quand on est neuroatypique, ou en tout cas ça fait partie de mon parcours et aussi, du parcours de mes clientes puisque bien évidemment, bah, étrangement quand on assume pleinement qui on travaille, on se retrouve à travailler avec des clientes qui nous ressemblent beaucoup C'est vrai. et qu'on attire parce qu'on s'autorise aussi à être soi-même. Et ce que j'ai envie de partager, c'est que ça fait partie de mon parcours personnel, tu sais, d'avoir, oui, cette sensation d'être en décalage avec les autres, d'être, en décalage, total, que ce soit sur les codes sociaux, sur les aspirations, sur les intérêts que j'avais enfant et cetera. Sur, les partages que je pouvais faire en classe dès toute petite et je pars souvent de cette anecdote où, je raconte que je sais pas, je dois avoir 5 ans, je suis en maternelle et vraiment j'ai un flash, tu vois? Une image très précise. On est en train de découper des petits bonhommes en papier et on doit les coller sur une map monde. Et moi, très naïvement, je dis à mon institutrice: «Ah madame, c'est trop chouette, si tous les bonhommes se donnent la main, l'amour fera le tour de la terre». Et moi je suis trop contente de mon truc, tu vois? Et là, mon institutrice me répond: «Bah, c'est n'importe quoi ce que tu dis Betty» et tout le monde se met à rire. Oh, quelle horreur! Et là, du coup, j'intègre vraiment profondément, c'est ça que j'espère qu'aujourd'hui je pourrais vous transmettre, j'intègre à ce moment précis de manière très inconsciente, c'est pour ça que j'adore l'hypnose, que, ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant. Et que Ah si ouais. je veux pas être moquée, bah, Mmh. vaut mieux que je me taise. Et donc, jusqu'à, je pense, mes 25 voire 27 ans, je suis cette jeune fille, cette jeune adulte qui rase les murs, qui Mmh. baisse la tête et qui est prête à se couper des bouts d'elle-même pour pas se faire exclure. Mmh Et mh. ça m'a vraiment, suivie, tu vois, pendant longtemps et j'ai découvert l'hypnose justement en consultant pour moi-même parce que justement, l'image que je donne beaucoup dans La Caméléone, c'est finalement, tu vis ta vie et tu as l'impression un jour, tu te réveilles, puis tu as l'impression qu'en fait, tu marches ta vie dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Exactement. Tu portes les habits de quelqu'un d'autre, tu portes les chaussures de quelqu'un d'autre et le chemin que tu es en train de tracer, c'est pas le tien. Mmh.
C'est vachement, malaisant, en fait, de se réveiller tous les matins et jusqu'à un jour te dire: «Mais je fous quoi dans ma vie? À quoi je sers? C'est quoi le sens?» avec toutes les questions existentielles dont tu es capable en tant que neurotypique. Et là, bah, j'ai commencé en fait, une hypnothérapie pour moi et ça a été une vraie révélation, ça a été très rapide et je me suis dit: «Mais cet outil, il est magique, c'est incroyable, faudrait que tout le monde ait accès à ça». Donc du coup, je me suis formée et puis Mmh. je me suis formée au TCC et puis, petit à petit, j'ai commencé à accompagner les femmes et à vraiment créer ma méthode, pour, faire ce lien à la fois entre le mental, l'émotionnel, mais aussi toute la part inconsciente. Parce que, ben, forcément aujourd'hui, si on en est à marcher sa vie dans les baskets de quelqu'un d'autre, c'est qu'à la fois il y a une raison, il y a une cause, il y a un fonctionnement, voire un dysfonctionnement dont on n'a pas conscience, qui est parfois aussi douloureux à aller chercher. Et je pense que les choses, elles peuvent se faire avec, beaucoup de motivation, beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité et c'est ça que j'avais envie de, ben, d'apporter aux femmes, puis c'est ce que j'avais aussi envie de proposer. Bah, des outils qui sont accessibles à tous, en fait. Des outils qu'on peut mettre en place, chaque jour pour soi et faire ce chemin, petit à petit, parce que bien évidemment, bah, ça se fait pas en un jour. Si on s'est suradapté toute sa Oui. vie, bah, forcément ça demande un petit peu de prise de conscience, de travail, d'exercice, d'expérimentation aussi. Mais ça se fait et c'est possible et ce que je trouve extraordinaire quand je vois toutes mes clientes qui traversent bah, les mêmes choses, même si c'est peut être dans des sphères différentes, c'est à quel point, on pourrait avoir tendance à minimiser qu'en étant soi-même, on inspire tellement les autres, en fait. Mmh. Que ce soit une idée, un sourire, un geste, une opinion qu'on partage, vraiment ça peut faire la différence et le momentum de quelqu'un d'autre, en fait. Et que, bah, plus on sera nombreuses à s'autoriser à être vraiment nous-mêmes, à sortir de cette suradaptation. Moi, je crois profondément, j'en reviens à mon idée de maternelle, on créera un monde meilleur. Et du coup, moi, j'ai envie de contribuer à ça et les clientes qui viennent travailler avec moi souvent, sont aussi portées par cette idée-là que à chacune, ben, on peut mettre une pierre à l'édifice, quoi Ouais, tu et ça prêches une part de nous. convaincue. Clairement, clairement. C'est aussi toute ma conception. Du coup, on reparlera un petit peu de tout ce que tu mets en place, mais j'aimerais revenir un petit peu à la base de la base. C'est-à-dire que quand on parle d'épanouissement personnel, de confiance en soi, il y a un peu de tout et on peut peut-être y mettre tous notre propre définition. Donc, Ouais, est-ce que tu peux nous complètement. rééclairer, avec ta vision de psychologue un petit peu sur ces Ouais. D'ailleurs, clairement, la notion de confiance en soi, je l'utilise beaucoup parce que ça permet de vulgariser, exactement. mais franchement, c'est un fourre-tout. Mmh. Je pense que même parfois, ça a été trop vulgarisé, qu'on il y a des petits amalgames, donc je vais y revenir là maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, quand on se dit: «Je manque de confiance en moi», c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. OK. C'est-à-dire, c'est un symptôme, mais ça peut dénoter, de tellement de choses, que ce soit de manque d'amour de soi, de manque d'estime de soi, que ça puisse être de la dépendance affective, que ça puisse être, lié à de l'anxiété, par exemple. Il y a Mmh. tellement de choses sous-jacentes. Il faut se dire que c'est comme un iceberg, le manque de confiance en soi, c'est juste la partie visible et qu'en dessous, bah, on a besoin d'aller gratter un peu et surtout, je pense le plus gros amalgame, c'est que, on confond confiance en soi et estime de soi. J'en parle régulièrement, mais c'est facile de parler entre guillemets «de confiance en soi», mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un des piliers de l'estime de soi Mmh mh. et l'estime de soi, du coup, bah, les 3 piliers, on va avoir la confiance en soi, c'est la confiance qu'on a en nos capacités, en nos compétences, à rebondir, à traverser la vie et cetera. Après, on a la vision de soi, c'est, quelles valeurs je me donne, comment je me juge, comment je me vois, Mmh. comment je me traite aussi, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard et bah, l'amour de soi, hem l'amour inconditionnel, en fait, c'est très en lien avec ce qu'on a reçu, notamment de nos figures d'attachement, donc souvent nos parents. Mmh. Est-ce que l'amour qu'on a développé pour nous, il est à l'image de l'amour qu'on a reçu étant petite ou petit? C'est-à-dire, est-ce que l'amour qu'on a reçu, il était conditionnel? J'en discutais encore avec une cliente ce matin qui me disait: «Oh, quand j'ai bien travaillé, je me récompense, je prends une barre de chocolat». Bah, non, en fait, j'ai le droit de manger une barre de chocolat même si j'ai pas bien Ah ouais. travaillé et on voit que souvent cette, notion d'amour récompense, bah, il y Mmh. peut y avoir quelque chose qui a été conditionné dans l'enfance.
et notamment avec des exigences élevées qui, je pense, peuvent concerner notamment, les HPI. Ouais. Du coup, je travaille aussi avec les tout petits. Moi, j'adore ça. Ah ouais. Comme parfois, je sais pas toi, dans le travail que tu réalises, mais parfois comme les talents, les facilités qu'on peut avoir, bah, il peut y avoir de hautes attentes aussi vis-à-vis de ça. Et donc bref, la confiance en soi, c'est un des piliers de l'estime de soi. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que travailler sur l'estime de soi, ça ne suffit pas et c'est pour ça que dans mes outils, je travaille principalement avec la méthode d'autocompassion qui est d'aller développer cet amour inconditionnel de soi. Parce que sinon, on va aller le chercher à l'extérieur et Mmh. quand on va aller le chercher à l'extérieur, on en revient à notre sujet du jour, on va avoir tendance à se construire en fonction du regard des autres, en fonction du jugement des autres et on va avoir tendance à suradapter. Et du coup, bah, c'est là où on va tomber dans un mécanisme qui peut, voilà, qui peut paraître simpliste comme: «Je manque de confiance en moi», alors que c'est une stratégie d'adaptation et voire de survie, hein, pour certaines personnes neuroatypiques. Et c'est là où on va aller gratter peut-être un petit peu plus loin. Alors on va gratter. Là, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, donc je vais essayer de tirer des fils, même si je pense qu'on pourrait en tirer Oui, 100, mais on n'a pas 10 heures devant nous. Tu faisais un petit clin d'œil aux personnes HPI et donc oui. là, je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur justement les femmes atypiques qui sont à 90 des personnes qui nous écoutent en général. Non pas qu'on oublie les hommes, mais voilà, un petit focus. Est-ce qu'il y a des particularités que tu vois chez ces femmes-là, liées à leur manque de confiance, d'estime, d'amour, de tout ce qu'on a dit? Ouais. Hem, alors je vais utiliser un jargon, puis je vais essayer d'expliquer. Moi, ce que je vois principalement, c'est la construction, ce qu'on appelle en faux self. Mmh. C'est-à-dire que, comme on a, chez ces femmes parfois un sentiment de décalage, d'incompréhension, qu'on peut manquer de codes sociaux, qu'on ces femmes quand même, je trouve, en tout cas dans ma clientèle, ont beaucoup vécu de moments d'exclusion, de rejet, d'abandon. Elles vont avoir tendance justement à se construire une identité en fonction de ce qu'on attend d'elles. Mmh mh. Et j'en reviens à cet amour conditionnel de: «Ah bah, en tant que parent ou en tant qu'instituteur, je te donne de l'attention si tu te comportes bien, si tu es sage, si tu réponds bien, si tu présentes telle personnalité plutôt qu'une autre. Est-ce que tu on attend de toi que tu sois plus introverti qu'extraverti?» et cetera. Et vraiment, en tout cas, c'est vraiment une très grande proportion de femmes avec qui je travaille. C'est, cette construction d'identité qui est en rapport avec les autres et cette fameuse peur du jugement, cette fameuse peur de la vie et cetera parce que, bah, elles ont comme intégré que pour être aimées et être appréciées, il fallait répondre aux attentes des autres Mmh. et je trouve que ça, c'est vachement renforcé notamment, bah, du coup, chez les personnes, neuroatypiques et particulièrement chez les femmes que j'observe qui sont HPI. Hem, il y a tellement cette perception des attentes des autres qui est intense, que du coup, c'est facile pour elles de s'ajuster. Mmh. Tu vois? C'est facile pour elles de se dire: «Ah attends, là je perçois un signal, il faudrait que je réponde plutôt de telle manière, que je me comporte plutôt de telle manière» et c'est assez fluide, ça se fait naturellement, sauf qu'en fait, ça a des conséquences long terme, qu'on a nommées tout à l'heure comme, ben, la perte d'estime de soi, la vision de soi, de se dire: «Mais attends, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis comportée comme ça?» et même chez certaines femmes, d'en arriver à se trahir, en fait et souvent, là, il y a des déclics, je me souviens d'une jeune femme qui me racontait qui avait très honte et qui me racontait, ben, qu'elle avait eu des relations sexuelles, avec un jeune homme, alors qu'elle en avait pas du tout envie, qui lui plaisait pas. Mais que, ben, voilà, elle avait appris que, il fallait être cette femme docile, cette femme séduisante et cetera et ça paraît, qu'être, quelque chose de entre guillemets, un fait, que ce soit anecdotique et en fait, quand on déroule la pelote de laine, il y a vraiment ce mécanisme de: «Bah, oui, mais en fait, si je veux avoir son attention, si je veux avoir son amour, il faut que je fasse ce qu'il attend de moi» et ça, cette suradaptation, je trouve que parfois alors, je dis ça, pour un conjoint, un copain, ça peut être tout, ça peut être même parfois chez certains, parents, ne pas disputer son enfant parce Ouais. qu'on ne voudrait pas créer de conflit, Mmh. ça peut être, trahir ses valeurs dans le travail, par exemple, ce qui peut mener quand même à beaucoup d'épisodes d'épuisement, hem et du coup, eh bien, je pense que cette suradaptation, elle est à la fois un cadeau parce que alors personnellement, là, pour l'avoir vécu en tant qu'HPI,
Ça m'a permis de me faire une petite place dans certains environnements, parce Mmh. que tu peux pas vivre en dehors de la société non plus. Tu peux pas que vivre en dehors des codes et dire: Fuck, je m'en fous de tout» et vivre, dans une forêt avec tes chiens, même si j'y pense souvent. C'est un rêve que je nourris, et en même temps, ben, quand tu fais tes courses, tu es obligé de dire: «Bonjour, merci, au revoir». Certains codes et t'adapter un petit peu à l'environnement. Donc c'est un cadeau d'avoir cette stratégie. Et en même temps, jusqu'où elle va, en fait. Et parfois, chez certaines personnes, elle nous amène à se trahir, à trahir ses valeurs et à même plus savoir qui on est et avoir, bah, cette quête d'identité qui est complètement floue et qui peut faire souffrir. Et souvent, bah, c'est là que ces femmes arrivent à travailler sur elles-mêmes et je trouve ça beau de pouvoir se dire: «Cette capacité-là, elle peut être un cadeau et je peux en faire quelque chose qui va me servir dans le quotidien et en même temps comme lui donner une limite et cette limite, elle dépend de notre curseur interne, en fait. De qu'est-ce qui va me servir? Qu'est-ce qui va être OK? Là, je peux m'adapter, dire: «Bonjour, merci, au revoir» parce que, bah, quand même, par exemple, quand j'amène mon loulou à l'école, moi, un truc qui me qui vraiment m'horripile, c'est les small talks Ah ouais. et tu sais, les discussions Ah oui, bah, au de bon Royaume-Uni où mac je suis, c'est souvent ça. et c'est horrible: «Ah ça va? Il fait beau, tu as fait quoi ce week-end? Oh là là, c'est toujours l'automne». Ouais, ouais, ouais. Et ben, tu vois, avant j'y arrivais pas, j'ai fait des Ouais. progrès en me disant: «Bah, voilà, ça dure 10 minutes, ça me coûte pas trop, Mmh. mais ça me permet d'être en lien avec quand même les parents d'élèves», ce qui est important pour mon loulou, peut Mmh. être pas mal pour lui aussi, et en même temps, je peux le faire 10 minutes, mais je créerai pas de lien avec des personnes avec qui j'ai pas d'affinité. Je me Mmh. forcerai pas, en fait, parce que ce serait mauvais pour moi. Mmh. Je voudrais revenir sur quelque chose parce que en fait, tu disais au tout début que ça pouvait être inconscient. Tu vois? Qu'on Ouais, pouvait effectivement se suradapter de manière inconsciente et je t'écoutais et je me disais: «Mince, qu'en est-il là de ces auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui disent: "Mais est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Comment je peux être savoir que je suis dedans, ouais, ou pas?"» Parce qu'effectivement, tu as parlé de l'adaptation et la suradaptation qui est pour moi effectivement 2 choses différentes. L'adaptation est une véritable compétence sociale que d'ailleurs certains atypiques n'ont pas et qui doivent développer, mais la ouais. problématique ce dont on parle aujourd'hui, c'est la suradaptation. C'est vraiment, en fait, on s'oublie, en l'autre, dans le regard de l'autre et ce que tu disais, on porte des vêtements qui ne nous appartiennent pas, on est dans les chaussures, dans la vie de quelqu'un d'autre, entre guillemets. Mais là, peut-être qu'il y a des gens, ils se disent: «Je sens un malaise, je sens que ça me parle, mais comment je peux être sûre que, tu vois, je suis dedans, quoi?» Je pense que pour moi, c'est vraiment cette boussole interne de est-ce que j'en souffre? Ouais. Rien que dans les exemples du quotidien, dans chaque choix qu'on fait, Mmh. de se dire, voilà, j'ai dit à mon conjoint qu'on pouvait manger des pâtes, au lieu de la pizza dont j'avais envie, mais Oh. bah, ça me fait pas trop souffrir, ça va, puisque c'est arrivé une fois. Mais si en fait, tous les jours, je dis oui à quelque chose, qui ne me plaît pas, qui me trahit, tous les jours, je dis à mon conjoint: «Mange ce que tu veux mon chéri, vas-y décide, moi je m'en fiche», alors qu'intérieurement j'ai envie de bouffer des sushis. Que ça se répète, tu vois? Qu'à force, on a vraiment, cette sensation de souffrance et souvent je trouve les mots qui reviennent, je sais pas de ton côté, mais les mots que j'entends souvent c'est «Mais on m'écoute pas, je suis invisible, j'ai l'impression d'être transparente, mais quand je dis ce que je veux, ça n'arrive jamais». Parce que, bah, il y a ce mécanisme, je trouve, de ces femmes, de ces personnes qui ont l'impression de dire, mais en fait, elles finissent par dire en bout de ligne. Tu sais, quand vraiment tu as pris sur toi, tu as pris sur toi et d'ailleurs, il y a aussi ce mécanisme de cocotte minute, hein. Tu as pris, tu as pris, tu as pris, tu t'es adapté, puis d'un moment, paf, ça rompt, en fait. Tu peux plus te suradapter. Je pense, tu vois, notamment on en a tous déjà croisé des personnes qui sont tellement dans leur faux self. Toi, tu sens qu'en fait, il y a un truc sous la surface, qu'il y a une énorme carapace, mais ces personnes-là, bah, tu peux pas leur enlever la carapace déjà, c'est à eux de choisir. Mais c'est un peu frustrant parce que c'est comme s'ils restaient sans arrêt dans ce faux self, dans ce jeu de rôle et qu'ils avaient pas vraiment conscience de ça. Ça te parle ce que je suis en train de dire? Complètement et je pense que tu as complètement raison. En fait, ça crée aussi un impact dans les relations avec les autres. Parfois, tu peux avoir du mal aussi à entrer en lien, Mmh. quand, tu passes plus de temps à te demander ce qu'on attend de toi. D'ailleurs, beaucoup de femmes que j'ai accompagnées
en difficulté à lier des amitiés. Ouais. Parce qu'il y a ce basculement, alors j'appelle ça le tape-cul, très grossièrement. J'espère que ça vous parlera. Tu sais, le tape-cul, c'est le jeu qu'il y a dans Oui, les aires de jeu là, oui, où, oui, oui. il y en On a appelle un ça qui aussi des s'assoit, tu es en balançoires, bas. mais oui, je vois, oui, oui, Voilà. Moi, effectivement. je trouve le tape-cul, ça parle bien, tu vois? Parce qu'il y en a un qui est en bas, tu C'est vas vrai, donner un élan avec tes c'est pieds ça et et l'autre hop, va se ça taper tombe. le cul par terre. C'est ça, Tu vas donner l'élan et puis en c'est ça. fait, c'est Ouais, jamais ça rentre jamais en équilibre. ouais, ouais. Parce que, bah, tu donnes un petit coup d'élan, pour, relancer la relation et puis, en fait, c'était peut-être trop fort ou c'était peut-être trop suradapté Ah et ouais. puis l'autre va essayer de redonner un élan et cetera, puis ça a du mal à s'équilibrer, en fait. Mmh. Parce que quand tu es dans la suradaptation, tu es plus en train de te demander, peut-être que ça va vous parler, Mmh. de, «Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? Ah mais je peux pas dire non parce que là, ça va la blesser ou ça va le blesser. Ah mais je peux pas me comporter comme ça parce que ça se fait pas», et cetera. On va plus être dans, je me questionne à propos de l'autre et de ce qu'il attend de moi, et d'ailleurs 80 de mes clientes ne savent pas répondre à cette question quand je leur pose et que je leur demande de se la poser. «Je veux quoi moi? Mmh. De quoi j'ai besoin moi, genre vraiment, c'est quoi De tes quoi besoins? j'ai besoin?» Ah ouais, c'est vrai. Elles ne savent pas. Mmh mh. Parce que quand tu as passé ta vie à te suradapter, Mais tu oui, t'es jamais posé la question. mais non, Tu as c'est vrai. toujours été centré sur l'extérieur. Mmh. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelle stratégie je dois mettre en place pour me faire accepter? Pour ne pas me faire exclure. On a tous, je pense, eu, ces moments, tu sais, en cours d'école où tu es la dernière à être choisie parce que personne ne veut jouer avec toi, dans les fameuses équipes de sport, et du coup, tu te dis: «OK, qu'est-ce que je dois faire là pour que Mmh. je puisse être choisie cette fois-là?» Tu vois? C'est un peu ce concept-là, Mmh mh. et je trouve que ça se répète vachement dans dans toutes ces situations sociales, que ce soit, l'amitié, le boulot, de tout le temps s'adapter à toutes les demandes de son patron, de ses collègues, et à un moment donné, c'est trop, en fait. J'avais cette image, où justement quand j'ai fait mon hypnothérapie à 25 ans et que mon hypnothérapeute m'a dit: «Mais si vous achetez un vêtement et que, il est trop court, imaginons les manches elles sont trop courtes, vous vous coupez le bras?» Je lui dis: «Bah non, je prends la taille au-dessus». Elle dit: Mmh. «Ah bah oui!» Ah bah et oui, bah c'est ça en fait, arrêter de se suradapter, c'est ça, c'est ça. et ça m'avait énormément parlé. Est-ce que tu penses que ça touche plus les femmes que les hommes? Je pense notamment au fait qu'on est un peu plus éduqués à prendre soin des autres et à se noyer Ouais. du coup dans les besoins des autres et à moins se demander c'est quoi nos besoins et du coup, je vais même plus loin, à avoir de la satisfaction à se noyer dans le besoin des autres parce que finalement on remplit le bon rôle, celui a priori, qu'on nous a enfin inculqué quoi. Tu en penses quoi? Ouais, complètement. J'avais écrit un article là-dessus pour la presse web, je sais plus, il y a 1 an ou 2, où justement, je m'étais amusée à faire quelques recherches sur l'éducation genrée et cetera, et que même malgré nos tentatives de ne pas avoir d'éducation genrée, les petites filles justement avaient quand même plus tendance à être dans le soin Mmh. et les petits garçons dans la combativité naturellement. Et que malgré nous, même si on essaye d'en avoir conscience et d'en sortir, je pense que oui, ça a encore un impact, tu vois? Je me demande si ça a pas aussi, un lien avec, notre génétique, l'hérédité et cetera. Ça, c'est la grande Encore que question entre l'inné et l'acquis, la grande question, le grand débat. mais ça m'avait choquée, j'avais lu un truc comme ça, où, alors, je ne saurais pas citer mes sources, pardon, mais, comme quoi à la préhistoire, les femmes étaient utilisées comme appât pendant la chasse. Mais Ah elles ouais? étaient très utiles parce que justement elles attiraient, je sais pas, le gibier ou et cetera, et donc l'homme défendait, la femme pour, attraper, Oui, merci, ouais. à ce qu'il voulait vraiment manger, mais que tu vois déjà là, la fonction, enfin, désolée, je suis une grande féministe, Ouais, 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 ouais. la fonction de la femme, comme si elle était ancrée dans nos gènes, quoi. Mmh, le débat reste ouvert. «Oublie-toi», comment? Le débat restera ouvert. Moi, je sais que le choix des jouets va forcément impacter parce que si, par exemple, tu Ouais. offres des poupées rien qu'aux filles et pas aux petits garçons, ben forcément, tu lui inculques le fait de prendre soin de sa poupée, tu vois? Mmh. De enfin, tandis que si tu, n'en offres pas à tes garçons, bah, ils peuvent pas développer ça aussi, tu vois? Des tout petits, par exemple, des petites choses comme ça, tu Ouais. vois? Mais c'est vrai que c'est la grande question. Je laisse les auditeurs, à chercher et à nous faire part de leurs réflexions à ce sujet.
Ouais, puis même, tu vois, je pense que c'est vraiment dans notre inconscient collectif. J'en discutais Mmh. avec une cliente ce matin, qui se demandait, bah, son petit garçon de 3 ans, il a tendance à facilement, se chicaner, batailler avec ses copains, alors que sa petite fille, non. Et je lui disais: «Mais c'est étrange parce que, comme si on normalisait que les garçons, ils pouvaient se batailler, mais si c'était nos filles qui étaient en train de se tirer les cheveux, tout de suite on interviendrait en disant: "Eh les filles, stop, calmez-vous, il y a d'autres manières de régler le truc, quoi"». Ouais, ça Tu c'est vois? mmh. Ouais, c'est vrai que j'ai des que des garçons, ils sont très calmes et quand je vois les filles de mes copines, par contre pas du tout. Donc je me dis, comme quoi, parfois, ça peut être totalement différent parce que les miens font pas ça. Tu vois? Ouais. C'est un truc, Mais parce que je pense tu vois, tu dois en avoir conscience, tu transmets quelque chose aussi, puis, entre l'inné et l'acquis, comme tu ouais, disais, voilà, c'est ça. il y Grande a de faire question. le tri, quoi. Alors on va revenir sur notre sujet, Ouais. du coup et parce qu'on a parlé beaucoup, voilà, de la suradaptation, du caméléon et donc on va parler de la femme accomplie. Alors déjà, c'est quoi être une femme accomplie? Grand sujet. C'est Vaste question, nous avons 3 heures pour en débattre. Alors, je vais forcément te parler de ma définition et de ouais, ouais, celle ouais, que je transmets. tout à fait. Mais, pour moi, alors déjà, la femme accomplie, je pense qu'il faut parce que vraiment je trouve que parfois le développement personnel a fait du tort. Mmh. Tu sais, comme, cette recherche, d'ikigai, d'alignement et je trouve que c'est bien. Je veux pas dire que c'est pas bien, mais souvent ce que je vois chez mes clientes, c'est qu'elles sont en recherche de quelque chose de genre immuable, de: «Ah ça y est, une fois que je l'aurai trouvé, ce sera bon». L'alignement, elles voient ça comme une ligne, tu vois? Une Ouais, ligne, parfaite, un alignement parfait, alors que pour moi l'accomplissement, c'est une boussole et c'est ouais, ce curseur, si j'imagine une balance, bah, c'est qu'elle penche plus du côté de ce qui me rend bien, heureuse, je me sens alignée avec mes valeurs, je me sens en cohérence et ça penche plus de ce côté-là que du côté où je me sens en décalage, où je me sens pas moi-même, pas en cohérence. Mais c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Enfin, je veux dire, la vie, c'est un mouvement perpétuel. Nous-mêmes, on est en mouvement perpétuel et pour moi, accompli, c'est trouver le sens ou la direction qui est juste pour nous, justement en sortant de cette suradaptation, tout en étant, bah, en cohérence aussi avec son monde, la société, trouver, non pas, la place, mais une place en fonction des environnements qui nous rend bien en fait, dans laquelle on s'épanouit, que ça a du sens, qu'on a envie de se lever le matin, que je dis tout le temps: «C'est pas la destination» parce que certaines personnes me disent: «Oui, mais moi j'ai pas d'objectif, j'arrive pas à me poser des buts». Oh bah, à la limite, on s'en fout juste d'avoir une direction plutôt que la destination, ouais, je trouve en ça soi. très, très juste de parler de plutôt de chemin plutôt que de but et tu vois, je pense qu'on a un petit biais, toi et moi, c'est qu'on a beaucoup, bah, forcément de personnes atypiques qu'on accompagne Ouais. et du coup, c'est peut-être pour ça que ce genre de choses ne nous parle pas à toi, à moi, d'exercices qui vont vraiment te trouver là, l'illumination, tu sais, moi qui accompagne beaucoup sur la sphère pro aussi, le métier de mes rêves, qui va me passionner et en fait, je parle souvent d'évolution parce qu'en fait, il faut se laisser la possibilité d'évoluer, en fait et s'il faut ce que tu vas te mettre en place là, ça va te convenir que pour un an et c'est hyper frustrant, bien Mmh évidemment, parce que tu te dis: «Oh, j'ai investi tout ça rien que pour un an». Oui, mais ça mh. te mènera encore autre part et encore autre part. Mais Mmh. tu as raison de dire qu'en fait, qu'on a une seule vision de ce que ça devrait être le bonheur, Mmh. l'accomplissement, l'épanouissement et genre quand tu l'as atteint, c'est comme si tu avais, ça y est, tu avais fini, quoi. Mais heureusement que tu as pas fini parce qu'il te reste encore dans beaucoup d'années, hein. Donc ça serait hyper ennuyant Clairement. si c'était fini, quoi. Mais oui, oui, donc je pense qu'on a un petit biais, tu vois, là-dessus, parce qu'on accompagne des atypiques. J'ai l'impression que c'est plus complexe chez les atypiques. Tu en penses Ouais. quoi? Complètement et moi je vois ça vraiment comme un vortex, tu vois? C'est une spirale vertueuse, un niveau t'amène au niveau supérieur. Des fois, je dis souvent, Ouais. c'est comme quand on jouait à Mario quand on était petite, tu fais tous les niveaux, enfin tu fais, tous les parcours, tu arrives au bout du niveau, là tu kills le boss. Ah ouais, Mais en fait, après tu as le niveau d'après, tu ça as te encore un suffit autre pas. boss à killer. Bah, en fait, c'est ça et c'est d'apprendre à trouver le plaisir à Mmh. passer ces niveaux et je prends souvent l'image de la randonnée, parce que moi je détestais la randonnée et malheureusement mon mari est un grand fan, donc j'ai été convertie et à chaque fois il me disait: «Oui, mais tu verras la vue, à la fin, c'est magnifique» et j'étais là en mode, «Putain, je me suis tapé 8 heures de courbature pour la vue à la fin, ça fait quand même beaucoup de Et souffrance». si en plus tu as du brouillard, c'est fini. C'est clair. Et du coup, comme j'ai une tendance à m'adapter facilement, bah, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais essayer de Ouais. trouver, qu'est-ce qui lui plaît dans la rando? Je vais essayer de partager ça et cetera»
Et en fait, ce que j'ai développé, c'est le plaisir à faire la rando et pas Mmh. juste la vue, parce que lui, son Oui, ne plaisir, pas le c'est faire que pour la la vue. vue, ouais. Ouais, Et moi, je me suis dit: «Bah, attends, je vais m'arrêter en chemin, je vais regarder les vaches brouter, ouais. je vais cueillir une petite fleur. Oh tiens, c'est l'étendue». Alors moi, quand je suis en montagne, j'ai l'impression d'être une fourmi dans l'univers et je trouve ça extraordinaire. Puis j'ai commencé à avoir du plaisir à le ressentir ça, tu vois? Et bah, heureusement dans notre vie, qu'on peut développer cette capacité. Pour moi, s'accomplir, c'est ça, c'est trouver le plaisir à faire les choses, en fait. Trouver le plaisir à avancer, évoluer et je crois que ça aide même à rebondir de l'échec, tu vois? Mmh. Parce que justement, quand on a des attentes, hyper élevées envers nous-mêmes, alors, on appelle ça le perfectionnisme, dans notre jargon, mais quand on ne se laisse pas le droit à l'erreur, je pense aussi que c'est parce qu'on est focalisé sur la destination, le résultat et cetera et en fait, si tu fais 1 an d'effort pour te réorienter, pour que ça dure peut-être qu'1 ou 2 ans, bah, c'est OK puisque tu t'es déjà autorisé le droit de dire: «Bah, en fait, je ferai pas ça toute ma vie, peut-être que ce sera pas le bon choix et puis, en fait, je rebondirai, mais tout ce que j'aurais appris pendant 1 an de reconversion, ça va me servir à nourrir la prochaine reconversion» et Carrément. c'est là que je trouve ça extraordinaire. En fait, c'est une évolution sans fin et c'est une infinité de possibilités, quoi. Ouais et puis quand on a moins d'attentes sur le but, Mmh. on a moins de risques d'être déçu aussi. Complètement, Donc comme pour la rando comme et pour la rando. du coup, maintenant, est-ce que tu as quelques astuces pour nos auditeurs et nos auditrices de comment on passe concrètement du caméléonisme, de cette Mmh. suradaptation qui nous fait souffrir et ce dont tu as totalement parlé avec plein d'exemples, à finalement, cet alignement, cet accomplissement où on se sent plutôt bien, où on se sent cette fois-ci dans nos bottes? Yes. Et ben, je pense que la première étape et celle qu'on a tous tendance à squeezer, Mmh. c'est la connaissance de soi Ah ouais, alors et celle-là, mais c'est oui, parce que les gens n'arrivent pas à nous dire: «Non mais moi je me connais très bien». Sauf ah que quand ouais, on leur demande effectivement quels sont tes besoins, qu'est-ce qui t'épanouit, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? Je sais pas. ouais Ah, et ça la connaissance de soi, elle passe par l'expérimentation merci de et le que dire. ce ah non, mais on est Trop d'accord. important. Ah oui, oui, trop important. Sauf que du coup là, alors là on va c'est le serpent qui me se mord la queue parce que les gens qui expérimentent pas, ils ont peur de quoi? De l'échec Ouais et donc et alors, ils passent pas c'est là-dessus. là alors tu vois, dans la méthode que j'ai créée justement, Ouais, j'ai créé une méthode qui s'appelle, la méthode des petits pas ouais. et où en fait, j'apprends aux personnes à décomposer. Comme je caricature, mais comme quand tu apprends à ton enfant à enfiler un pantalon, Mmh mh. tu fermes pas le bouton avant d'avoir mis les 2 jambes. Oui. C'est pas possible. Tu vois? Tu apprends pas à faire un salto quand tu as pas appris à marcher Mmh. et je pense que la plupart des gens sont tellement exigeants ou ont peur de l'échec qu'il y a que, l'évaluation du résultat. Qu'on nous Ouais, a un petit peu inculqué à complètement. l'école. C'était ta Ah note qui oui, compte et pas tout l'effort que tu as fait pour apprendre ta leçon. C'était juste ta note. mais Heu, complètement. donc après on a Et gardé d'ailleurs, je dérive, mais tu vois, avec mon fils, on a eu, ce problème-là. Alors, que bon, je pensais que pas lui avoir transmis puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur la thématique, mais sa première année d'école, il supportait pas de se tromper, il supportait pas mmh. d'échouer et du coup, il voulait même plus essayer. Alors après chez les enfants atypiques, c'est vrai que ils ont souvent une exigence, un perfectionnisme qui fait qu'ils ont plus de mal effectivement. Et du coup, je me suis dit: «Bah, on va tourner ça en jeu» et je le raconte souvent dans mes accompagnements et je dis: «Bah, voilà», parce que moi j'ai eu le même souci. Donc en plus, j'ai fait du sport de haut niveau, donc Mmh. tu imagines même pas le niveau d'exigence et de Tu fait quoi perfectionnisme et comme tout. sport, dis-nous? Du patinage, Ah, je crois de que tu la danse sur glace en couple ouais. et donc du coup, bah, tu sais, ça se cache dans tous les détails, la beauté d'une danse, donc à la fois dans la technique, mais aussi dans la réalisation, bref, c'est pas le sujet du jour et quand j'ai arrêté, parce que du coup, j'ai enseigné aussi le patinage et quand j'ai arrêté, pour ma santé, j'étais comme insatisfaite tout le temps quand j'essayais de nouveaux sports parce Mmh que, mh. ben, j'avais tellement l'habitude d'aller dans le détail de la perfection, j'étais tout le temps insatisfaite. Et mon fils a traversé la même chose, la première sa première année d'école, il voulait tellement pas se tromper, c'était pas assez parfait que du coup, il voulait plus rien faire. Et du coup, bah, j'ai fait avec lui ce que j'avais fait avec moi 10 ans auparavant. Je dis: «Bah, on va essayer plein d'activités différentes. Mmh mh. Toi et moi, on va être nuls. Voilà, on part Allez, du principe qu'on va être nuls». allez! C'est on voilà, donc on a commencé par le badminton et alors on était c'était drôle parce qu'on n'arrivait ni l'un ni l'autre à taper dans le volant.
Moi, j'ai fait souvent le badminton en compétition, par contre, tu vois? Moi, c'était le badminton. Comment? Moi, c'est le badminton que j'ai fait en compétition, tu vois? C'est vrai? Ouais. Ah excellent! Ah bah, moi j'ai pas une très bonne coordination, raquette volant et donc du coup, bah, alors lui il râlait, il ronchonnait et moi j'ai riais de bon cœur, mais alors il se disait: «Ah mais ris te moque pas». Je dis: «Mais je me moque pas de toi, je me moque de moi en fait, Ouais, je ouais, suis en autodérision» c'est ça. et on a appris à rire en fait Mmh. ensemble de nos erreurs et je crois que c'est ce qui nous manque à tous, Ouais, hem, ouais. tu vois? D'apprendre à s'aimer, à se valider, même quand on échoue, même Mmh. quand on est ridicule, même quand on a honte de nous, d'avoir cette dose d'amour tellement grande que, en fait, c'est OK si on se plante. Parce que c'est juste un événement sur l'échelle de la vie Mmh. et si on regarde cette échelle-là, c'est infiniment petit, mais ce qui va faire qu'on va être accompli, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va le transformer? Comment on va le dépasser, le traverser cet échec, cet événement-là dont on n'est pas content, insatisfait? Et là, il y a 2 voies. Soit effectivement tu restes coincé, dans cette rumination, autodévalorisation et cetera. Soit tu t'outilles parce que, ben, il faut des outils quand même, mais tu les mets en pratique. Tu les expérimentes, pour justement, bah, apprendre à traverser l'échec, apprendre à traverser la vie, à développer ta résilience aussi avec beaucoup d'amour et de douceur et de bienveillance envers soi et dire: OK, ben là j'ai échoué, mais en fait, demain, en fait, c'est quoi l'autre étape? Si celle-ci, elle était trop grande pour moi, j'ai essayé de mettre le pantalon avant d'enfiler les jambes, de fermer le bouton Mmh. avant d'enfiler les jambes de pantalon. Bah, qu'est-ce que je peux faire demain qui soit plus facile et plus simple à porter, en fait? Ouais. Et c'est pas, démérité que de se dire, «L'objectif, il était trop grand pour moi». Alors, Peut-être que, je peux commencer plus petit. est-ce que ça voudrait dire que la deuxième étape, c'est ça, c'est passer à l'action, petit à Totalement. petit, faire les petits pas? Donc, Oui. pour, peut-être tester les choses, voir si ça nous convient, si ça nous convient pas. Par la suite, quelles sont les prochaines étapes? Pour la connaissance de soi, deuxième étape, avant même d'expérimenter, je pense, c'est vraiment d'aller travailler sur cet amour inconditionnel. Mmh. D'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se valider, de sortir du regard de l'autre, d'aller trouver cette ressource en soi. Je pense vraiment que c'est une clé, pour, pouvoir avancer parce que sinon on va toujours dépendre de quelqu'un ou d'un avis extérieur. Souvent certaines clientes me disent: «Mais oui, mais si les autres me soutenaient plus, ce serait plus facile». Mmh. Oui, c'est vrai, ce serait plus facile, mais tu peux y arriver sans ça, en fait. Parce que tu peux devenir ta meilleure alliée. C'est vraiment ce que j'aime transmettre dans mes accompagnements. C'est comment tu deviens, ta première fan, ta première supportrice et moi, en ayant perdu ma maman, ça s'est transformé, comment je peux devenir une mère pour moi, en fait? Mmh. De plus avoir cette main qui te tient en équilibre et d'être cette personne, de représenter cette personne pour toi, qui croit en toi, qui te soutient, qui te relève quand tu échoues, qui te motive, qui te remotive et je pense que, bah, c'est la deuxième étape après la connaissance de soi, c'est d'être ce puits, sans fond d'amour et de soutien. Mmh mh. Après, bah, forcément, c'est plus facile d'expérimenter et d'échouer puisque de toute façon, tu as compris que tu seras toujours là pour toi, pour te porter si tu échoues. Mmh. Et puis, c'est vraiment, je pense, de faire les choses avec légèreté, même si c'est pas évidemment ça alors, dans la connaissance de soi, je mets aussi, régler les blessures, les traumas, les blessures d'enfance et cetera. Parce que, bah, c'est là, quand on a fait ce travail d'apaisement, qu'on va pouvoir faire les choses plus légèrement en se disant: «Rien n'est immuable, je peux aussi me tourner en autodérision sans que ça me fasse mal. Je peux m'amuser avec la vie, je peux, m'amuser avec, entre guillemets «les rencontres», c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup aussi, le principe de variété. C'est-à-dire que, par exemple, en amitié, tu vois, moi quand j'étais vraiment, adolescente, jeune adulte, j'étais très, comme monomaniaque, je sais pas comment dire ça, mais quand j'avais une amitié, il fallait que je m'investisse à Ouais, fond ouais, ouais. et en fait, tout le monde ne vit pas ses amitiés comme ça, Ouais, ça c'est sûr. avec la même intensité et du coup, ce qui était une souffrance, c'est devenu comme une zone de jeu. C'est-à-dire, si vous avez vu le dessin animé Vice Versa, à un moment donné, la petite fille, elle déménage, puis toutes ces petites planètes, elles s'effondrent. La planète, de ses hobbies, la planète de l'école, la planète de sa maison et cetera et moi, maintenant, je me dis: «Bah, pour traverser la vie, c'est peut-être bien aussi d'avoir plein de planètes différentes».
Donc, bah, j'ai des copines pour aller au ciné, j'ai des copines pour faire de la couture, j'ai des copines pour aller à des concerts, puis j'ai des copines pour avoir des discussions profondes. Mais je peux pas tout attendre des mêmes personnes. Et pareil, bah, dans mon job, bah, j'ai plusieurs planètes et je m'amuse, en fait. Et je crois vraiment que la dernière étape, c'est quand on arrive à s'amuser avec, bah, tous les éléments de la vie, qu'on arrive à varier. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est si à un moment donné, le curseur ou la balance, elle penche dans la souffrance, bah, peut-être que la relation, elle est pas adaptée à vos besoins ou à vos valeurs, peut-être que l'environnement non plus. Et je vais donner un exemple très concret. Il y a certaines, personnes, notamment, à la sortie de l'école, je discute 10 minutes avec elles, ma batterie sociale, elle est vidée. Mmh. Genre je rentre chez moi, je dois me mettre un casque anti-bruit, d'être dans ma bulle Ouais. et en même temps, il y a des gens avec qui je peux discuter 4 heures. Je me sens reboostée après. Bah, Mmh ça, mh. c'est quand même des super bons signaux, en fait. Faut Ouais. juste les écouter et s'autoriser à se dire: «Bon, bah, voilà, je suis bien obligée d'aller déposer mon gamin à l'école. Voilà, je m'en tiens à 10 minutes, mais après je passe à autre chose, quoi». Mmh mh. Et je varie les environnements, je varie les rencontres, je varie les supports et cetera. Et du coup, ça demande aussi de, je pense, réparer les liens. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, il y a toujours, une communauté, un groupe d'entraide, hem, où je réponds aussi, aux questions et cetera. Parce que dans les accompagnements que je propose depuis 4 ans en tant qu'entrepreneur, dans les cercles de femmes aussi, j'ai remarqué que le lien, il est vachement réparateur. Mmh. Parce que quand on a été dans la suradaptation, dans l'exclusion, hem dans ces souffrances que peuvent induire, les neuroatypies, d'aller réparer le lien dans un endroit où il y a pas d'enjeu, bah, c'est énorme les impacts, en fait. C'est vrai que tu Quand tu travailles beaucoup, t'autorises toi, sur la ouais, sororité. Je le vois beaucoup. complètement. Et du coup, j'allais te demander pour terminer cet épisode de podcast, pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin un petit peu sur tous ces sujets qu'on a essayé un petit peu là, par-ci par-là de développer, qu'est-ce que tu proposes concrètement? Je mettrai tous les liens en barre d'infos, mais ça peut être intéressant pour les femmes qui nous écoutent, si jamais, Ouais. vers quoi vers quoi tu pourrais les conseiller, les orienter? Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Déjà, je vous invite à aller découvrir, l'oracle Les Portes de l'inconscient, Mmh. puisque c'est un oracle qui a été écrit en texte hypnotique et avec lesquels il y a des séances audio d'hypnose où justement on va aller peut-être se reconnecter avec une partie de nous qui est beaucoup plus instinctive. Et Mmh. on va aller travailler sur cette part inconsciente dont je parlais tout au début et qui est, je trouve, hyper, savoureuse à aller découvrir. Moi, je dis toujours que c'est l'outil qui permet d'aller t découvrir notre allié le plus puissant et notre allié le plus puissant, c'est notre inconscient. Donc bah, je vous laisserai, faire cette découverte. Et le deuxième niveau, dans lequel j'accompagne les personnes, donc c'est mon programme Libre et Confiante, Mmh. qui est en train de d'évoluer, qui va avoir bientôt un nouveau nom, mais je vous laisserai découvrir. Où justement je propose aux personnes de, eh bien, de devenir cette femme accomplie dont je parlais tout à l'heure, en s'autorisant à sortir des codes, à s'autoriser à sortir des cases, à créer ses propres codes et à peut-être lever les barrières à la fois que les autres peut-être ont construit autour d'elles et qu'elles se sont construites également et s'autoriser à vivre une vie qui leur ressemble et à chausser leur propre paire de chaussures. Que Mmh. ce soit une paire de chaussures de rando ou des loups-boutins, on s'en fiche, mais que ce soit leurs chaussures. OK, OK, super. Et beh, écoute, je mettrai tout ça en barre d'infos. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer cet épisode de podcast? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié ou qui te semble très important à dire? Ouais, que être soi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres, à soi et à la vie. Je pense que c'est vraiment la plus belle découverte qu'on puisse faire. Ah ouais, ça sera donc la phrase de fin. Je te remercie vraiment, Betty, pour ton temps, parce que je sais à quel point c'est précieux. Un grand, grand merci. C'était un véritable plaisir de t'avoir dans l'épisode de podcast. Merci. Merci à toi et merci pour votre écoute. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!